Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Notre invité, c'est monsieur Igbe Pascal, secrétaire général adjoint du mouvement du peuple pour la liberté MPL. Monsieur Igbe Pascal, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Et voilà, vous êtes secrétaire général adjoint du MPL à Blodevio, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, pourquoi MPL à Blodevio? C'est la blodée de l'UFC de Fogil ou bien de Gilchrist Olympio ou bien autre ablodé? Non, c'est plutôt ablodé de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. C'est la renaissance de cette flamme-là qui avait été éteinte en 1963. Tout son programme de société, la vision qu'il avait pour le Togo, et non seulement pour notre pays, le Togo, mais pour toute l'Afrique entière, c'est cette vision-là qui renaît à travers le mouvement du peuple pour la liberté à Blodevio au jour d'aujourd'hui. Donc vous voudrez réincarner les aspirations ou bien les grandes visions de Sylvanus Olympio? C'est exact. Nous voulons redonner encore cet espoir-là à la jeunesse togolaise et africaine par rapport à ces idéaux qu'avait le père de l'indépendance. Tout ce qu'il portait comme aspiration pour ce pays. Imaginons quelqu'un qui obtient l'indépendance en 1958, mais qui dit qu'il ne va pas proclamer l'indépendance, qui se donne 2 ans pour payer toutes les dettes à l'Occident, afin qu'il ne soit plus embêté. Puisque la France réclamait des dettes de la part du Togo. L'indépendance d'un État, en réalité, c'est sur son économie. Ce n'est pas un papier qu'il faut donner. Donc, il a vite compris. Et il a travaillé 2 ans pour obtenir cette indépendance économique-là avant de la proclamer. Et les Blancs ou bien les colons l'ont vu venir. C'est pour cela qu'ils ont contribué à ce qu'il soit éteint. Mais nous avons besoin encore de cette vision-là. Nous avons besoin de ce programme-là pour le développement de notre pays. C'est pour cela que nous réincarnons cela. Nous relevons encore ce flambeau-là. Pratiquement 60 ans après, vous pensez que ce flambeau peut véritablement être rallumé? Oui, aussi longtemps qu'il peut pleuvoir. L'arbre qui est coupé, le tronc peut encore germer. Quand il y aura la pluie, le tronc coupé peut encore germer. Et je dirais que peu importe le temps que cela a valu, ça nous a permis au jour d'aujourd'hui de comprendre que rien ne sert de tuer les hommes. Parce que les idéaux restent toujours. Ah oui, les idées restent. Les idées restent. Donc ceux qui s'acharnent à tuer les populations, ils ne font rien. Ceux qui s'acharnent contre l'opposition, ils ne font rien. Parce que les idées vont toujours demeurer. Mieux faire des débats d'idées pour arriver à discerner le vrai, ce qui arrange le développement de notre pays et contribuer à son avancement, que de vouloir étouffer les luttes. Alors, si tel est le cas, vous parlez de l'indépendance économique. Et M. Gilchrist, M. Sylvanus Olympio, il a travaillé en payant toutes les dettes vis-à-vis de la France, dont le pays était sous tutelle à l'époque. Maintenant, est-ce que aujourd'hui le Togo est indépendant économiquement? Le Togo de Sylvanus Olympio est indépendant économiquement. Et avant même de venir à la question, je voudrais d'abord relever une chose. Nous n'avions pas en réalité de dette à payer à la France ou aux colons. Parce qu'ils ont dirigé nos biens. Donc ils devraient, eux, nous rendre compte. Mais c'était même une faveur que Sylvanus Olympio ou son gouvernement avait fait en payant la dette. Et la dette avait été réellement payée avant la proclamation de l'indépendance. Et le nom Les Bénins de l'hôtel nous rappelle beaucoup de choses juste au jour d'aujourd'hui. C'était le travail du peuple togolais. C'était notre propre bien qui avait contribué à construire ce bâtiment-là. Et j'en viens à votre question en disant, est-ce que le Togo de Sylvanus Olympio était réellement indépendant économiquement? Je dirais oui. S'il n'était pas indépendant économiquement, il n'allait pas faire les pieds et les mains pour pouvoir frapper sa propre monnaie, c'est-à-dire la monnaie togolaise. Et tout était déjà... lui a coûté la vie. Oui, tout était déjà fait. Et même le décret présidentiel était déjà sorti. La monnaie devait être en vigueur. Tout était déjà OK. Donc les coupures de billets étaient déjà disponibles. Prêt. Tout était déjà prêt. Donc en réalité, c'était la France où tous ceux qui étaient commanditaires de ce coup d'État devaient rendre compte à la nation. C'était un crime contre l'humanité. Et même si jusqu'au jour d'aujourd'hui,
on n'en a pas encore parlé devant des tribunaux internationaux. Un jour viendra, il y aura une génération qui va réclamer cela. Vous allez ressusciter ce dossier ça, c'est tout à avec fait, le temps. Mais ça, c'est tout à fait clair. Ah oui, mais là, quand même, les Occidentaux vont vous faire obstruction à tous les niveaux donnés. Il faut qu'on arrive à comprendre que oui. nous tous, nous sommes des humains et nos droits sont équitables. Oui. Il faut qu'on arrive à cela. À comprendre qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir. Oui. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Je suis d'accord avec vous. Et on nous a trop fait croire que nous sommes des inférieurs. Il va falloir que les rapports d'égalité soient établis à un moment donné de la vie. Même si nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que quand l'Européen avait l'écriture, c'est vrai, l'écriture était née en Afrique avec les hiéroglyphes. Mais ce sont les Blancs qui décryptent aujourd'hui. Non, ils ont simplement manipulé les informations. Et c'est ce qui se fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si nous ne savons pas faire, on va toujours nous faire croire, la victime sera toujours on va le faire passer la victime comme si c'était le coupable. Et c'est ce qui se fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toutes les informations ne sont pas des évangiles à prendre. Ce sont des informations parfois manipulées. Oui, pour la plupart même manipulées. Dans l'intérêt donc de l'Occident. Dans l'intérêt du plus fort. Ah bon? Oui, le plus fort a toujours l'avantage de l'information. Mais vous, c'est sur la base des traditions orales que vous reconstituez votre histoire. Oui, c'est ce qui est un peu grave. Oui, mais ça, c'est un autre aspect. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, est-ce que économiquement, le Togo est indépendant aujourd'hui quand nous prenons le temps de M. Sylvanus Olympio à ce jour, pratiquement ou bientôt 60 ans. En 2020, dans un an, ça fera 60 ans que le Togo est indépendant. Maintenant, économiquement, est-ce que le pays est indépendant dès lors que la question du franc CFA est encore, fait encore tache d'huile ces temps-ci? Déjà, je voudrais relever que si nous-mêmes nous sommes fiers d'être un pays PPTE, ce qui pose déjà un problème. Ce qui veut dire clairement que nous n'avons pas l'indépendance financière. Parfois, pays du tiers-monde, pays très endetté, pays très pauvre, pays non aligné, et aujourd'hui, pays en développement. Exactement. Toutes ces appellations nous démontrent que nous n'avons pas la manette de nos économies. Nous n'avons pas la manette de nos économies. Quand nos finances sont gardées dans des trésors français, dans des trésors européens, et que pour acheter sur le marché international, il va falloir que ces colons-là donnent leurs accords d'abord. Mais je trouve ça inconcevable que moi je travaille et que je garde mon salaire dans ta poche et que quand moi je dois dépenser pour mon bien-être, je viens te supplier et quand tu donnes l'autorisation, j'achète. Si tu n'accordes pas l'autorisation, je ne peux pas acheter. Alors que c'est le fruit de mes durs labeurs. De mes propres labeurs. C'est vraiment compliqué. Et ils sont capables d'axifier nos économies. Là, nous ne pouvons même pas parler d'économie africaine. Nous n'en avons pas. Alors, le MPL à Blodevio, vous trouvez de quel côté au juste? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la gauche et la droite. Autrement dit, unir au pouvoir et la C14. Nous sommes un parti d'opposition. Ça doit être clair pour tout le monde. Nous sommes un parti clairement de l'opposition au jour d'aujourd'hui. Donc, votre président national, c'est M. Pascal Adjamagbo, oui. Qui se trouve être le grand frère, même père, même mère de Mme Adjamagbo. Brigitte Adjamagbo, exactement. Ah, d'accord. Oui. Alors, donc, vous êtes parti de l'opposition, dites-vous? Oui. Oui, mais on ne vous a jamais senti, on ne vous sent pas. Peut-être par rapport à certains sujets très, très chauds dans le pays. Moi, je dirais plutôt que c'est le manque de relais de certaines informations, parce que nous avons été au cœur des grands débats ces derniers temps. En 2018, nous avons été au cœur des grands débats. Nous avons alerté l'opinion internationale et l'opinion nationale sur les dangers que nous courons dans ce dialogue. Nous avons émis des lettres à la CEDEAO, au président Bouhari, au président Alpha Condé, au président ghanéen Nana Akufo-Addo, pour les mettre en garde par rapport aux échecs passés de la CEDEAO à l'égard de notre peuple Togo, notamment en 2005, en 2010 et en 2015, où ils nous ont toujours roublés. La CEDEAO nous a toujours amené droit dans le mur. Nous les avons interpellés par rapport à ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu écho favorable. Ah oui. Mais on ne crée pas une formation politique pour le mettre sous le boisseau. Mais pourquoi on n'a pas aperçu le MPL à Blodevio au cours des législatives dernières? Non, nous n'avons pas participé à ces législatives parce que les aspirations profondes du peuple togolais n'ont pas été prises en compte. Et nous serons des traîtres en accompagnant ce régime pour aller à ces élections-là. Pourquoi le peuple ne pourrait pas nous pardonner. Oui, hein? Pourquoi?
le peuple ne voulait pas aller aux élections dans ces conditions-là. Le peuple togolais n'était pas sorti dans la rue pour qu'on élise 91 députés ou bien qu'on nomme les 91 députés pour lui. Ce n'était pas ça l'objectif pour lequel le peuple est sorti. Les gens ne sont pas morts pour qu'on ait des députés à l'Assemblée nationale. Les gens ne sont pas allés en prison pour cela. Les enfants des gens ne sont pas tués pour cela. Les gens ont quitté leur domicile, les exilés politiques. Ce n'est pas pour qu'on aille à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas ça l'objectif. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en amont avant que ces élections ne soient organisées, selon le MPL Ablorivio? Obligatoirement, pour que les élections-là devraient se passer dans les bonnes normes, il fallait les réformes constitutionnelles et institutionnelles, les réformes sur le plan les réformes de notre code. Les réformes électorales. Merci de m'avoir prêté le mot. Les réformes électorales devaient être faites. Mais tout cela n'a pas été fait. Toutes les revendications que portait le peuple, il n'y a même pas un seul qu'on peut dire aujourd'hui qu'au moins on l'a obtenu. Donc selon vous, il n'y avait pas, selon le MPL, il n'y avait pas eu de concession de la part du parti au pouvoir? Non, le parti au pouvoir n'a rien concédé. N'a rien concédé. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'erreur aussi au niveau de l'opposition. Il y a eu de graves erreurs également au niveau de l'opposition. Et il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de pouvoir le reconnaître. Il y a eu de graves erreurs. Et depuis 1990, ça fait 29 ans de lutte. 29 ans et on n'obtient rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il y a lieu de se questionner, de se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? De se remettre en cause? De se remettre en cause. Et depuis le 19 août, où toute l'humanité a connu le Togo dans cette crise, même les pays qui ne savaient même pas qu'il y avait un pays qui existait, qui s'appelle le Togo. Oui, le Togo. Mais notre diaspora était debout. La diaspora a fait beaucoup de choses. La diaspora était dans les rues, les populations togolaises résidant ici étaient également dans les rues, mais c'était une tollée. Mais comment comprendre que toute la population presque était dans les rues et on n'a rien obtenu? Quand la population était dans les rues, on devrait aussi, au même moment, faire en parallèle les négociations ou bien qu'est-ce qu'il avait lieu de faire? Les populations dans les rues, c'était l'établissement d'un rapport de force. Et le rapport de force était déjà établi. C'était déjà clair devant le pouvoir en place. Raison même pour laquelle le président de la République est parti appeler la CEDEAO pour venir à son secours. C'est parce que sa maison brûlait. Maintenant que le rapport de force est établi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant la géniosité. Il fallait créer des stratégies pour pouvoir obtenir au moins le minimum possible pour le peuple qui était dans les rues. Oui, mais rien n'a été obtenu. Si on vous accuse au MPL à Ablorivio que vous aussi, vous n'avez pas joué votre partition? Nous l'avons joué. Nous l'avons joué. Et qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement à cette époque? D'abord, nous avons attiré l'attention de la communauté internationale et de la communauté nationale par rapport aux déclarations de Macron, du président Macron, le président français, qui est parti au Nigeria et qui a dit que le problème togolais sera résolu. Mais qu'il sait que le Nigeria a son mot à dire. Mais le Nigeria va aux élections présidentielles. C'est après ces élections présidentielles que le président Buhari pourra s'ingérer dans la crise togolaise. Autrement dit, nous on attendait en ce moment le 31 juillet pour la sortie de la feuille de route. Et pour tout le peuple togolais, la feuille de route devait résoudre une fois pour de bon notre crise. Donc, ce que le président Macron disait nous faisait comprendre, nous, au MPL, que ce qui sortira au 31 juillet ne serait pas la remède efficace pour notre crise. Le remède efficace pour la crise. Oui, pardon. Le remède efficace pour notre crise. Oui. Ce qui nous faisait comprendre en même temps que c'était un paracétamol pour notre crise. C'était un calmant. Parce que si c'est Buhari qui devait intervenir, mais Buhari devait d'abord aller aux élections présidentielles qui devaient se faire en cette année 2019, ce qui veut dire que, au fait, la communauté internationale est complice de notre souffrance. Il veut nous maintenir dans cet état jusqu'à ce qu'on arrive en 2019 et voir si on peut trouver un semblant de solution. Oui, et vous avez alerté, nous avons alerté attiré l'attention. Oui. Et mis à part cela, quand la feuille de route est sortie, nous avons noté cette feuille de route-là à 0/20. Au moment où les gens donnaient 15/20, nous avons noté le PNP avait noté cette feuille de route à 15/20 à l'époque. Les gens étaient même optimistes avec cette feuille de route-là. Nous l'avons notée à 0/20. Pourquoi aviez-vous attribué ou bien donné 0/20 à cette feuille de route alors que c'est des chefs d'État, c'est quand même des penseurs? Ce sont des gens qui sont assis, se sont retrouvés et qui ont accouché donc de cette feuille de route. Mais vous avez attribué 0/20. Pourquoi?
Oui, parce qu'il n'y avait aucune mesure contraignante vis-à-vis de ce régime pour l'observation de cette feuille de route-là. Et la preuve, nous en sommes aujourd'hui en 2019. Et les faits nous donnent raison. Qu'il n'y avait aucune mesure contraignante. Les présidents même qui étaient des facilitateurs, ils n'avaient pas la main libre même pour donner des ordres ou bien pour obliger ce régime-là à respecter cette feuille de route. L'aspect souveraineté de l'État togolais semble vous échapper? Mais pas l'aspect souveraineté. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un espace. Et la Gambie n'était pas souveraine. La Gambie était souveraine. Quand on avait demandé au déploiement de la force de l'ONU et de la CEDEAO, et le Nigeria en tête. Le Togo même avait donné des... comment appelle-t-on le Togo était prêt à l'époque. Oui, donc pour dire que même si on parle de souveraineté, il y a des limites étant donné que nous sommes dans un espace donné. Donc, on avait cette feuille de route avait demandé la libération des détenus politiques. Ce n'était même pas le fond du problème. C'était juste les mesures d'apaisement. Oui. Mais les présidents, les facilitateurs ont même de la peine à faire pression sur ce régime pour libérer ne serait-ce même que les détenus politiques. Et on donne maintenant 15 sur 20 ou bien on est optimiste par rapport à cette feuille de route. Nous n'avons pas attendu la fin des élections législatives pour dire que nous avons donné 0 sur 20. Nous avons alerté l'opinion pour dire que cette feuille de route n'est que l'heure. Oui, mais quand même, vous n'avez pas pu faire une démarche vis-à-vis de la C14, de même que vis-à-vis du parti au pouvoir unir. Nous avons fait des couloirs au niveau de la C14. Nous avons fait des couloirs. Oui. Il y a eu des discussions. Nous avons même participé à beaucoup de marches de la C14 pour dire que nous sommes derrière eux. Nous sommes d'avis à ce qu'ils réclament, puisque c'est le peuple qui réclame cela. Donc, oui, mais au MPL, comment aviez-vous analysé la volte-face donc des chefs d'État de la CEDEAO aux derniers instants, disons avant les législatives? Cette volte-face, comme vous le dites si bien... Parce que les chefs d'État, à un moment donné, ont donné l'impression comme si, ils ne voudront plus avoir de soucis ou quelques problèmes que ce soit, aller aux élections manu militari. Ça s'explique sur deux angles. La première, c'est que quand tu lis bien les intentions du président Macron, tu comprends que il y a quand même une main derrière qui agite l'eau. Mais qui ne dit pas son nom, il y a quand même une main derrière qui agite l'eau. Invisible? Oui. Ou bien visible? Non, invisible. Et ça s'explique dans les actes, d'une part. Mais ce qui nous concerne surtout, nous, au Togo, dans cette lutte, c'est quoi? C'est que nos leaders qui sont devant et que le peuple a mandaté, qui sont légitimes, qui portent l'aspiration de ce peuple, ont manqué de vigilance. Et ils ont manqué d'ingéniosité dans les négociations. Ils ont toujours été invités par les présidents facilitateurs. Dans tous ces voyages qu'ils ont faits, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Est-ce à dire que le pouvoir en place, le régime RPT uni, a été trop fort? Non, je ne crois pas. Le régime là ne peut pas être plus fort que tout ce peuple-là qui aspire à l'alternance dans ce pays. Donc, il nous manque de la technicité pour ne serait-ce que obtenir le minimum possible pour ce peuple-là. Comment comprendre que des milliers... Donc, vous jetez l'anathème sur vos leaders, vos aînés? Oui, quelque part. Non, il faut qu'on en arrive à le dire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devant l'échec. Mais il faut que les responsabilités soient situées. Ce n'est pas que, comment l'appelle-t-on, on les insulte, qu'ils sont incapables ou quoi que ce soit. Non. Ils ont mené la danse. C'est des critiques. Oui, c'est des critiques et il le faut. Je crois qu'eux-mêmes devraient être honnêtes et le faire entre eux. Entre-temps, vous avez dit, depuis 90 à ce jour, ça fait 29 ans. Oui. Et donc, la classe politique de l'opposition doit s'autocritiquer, doit se remettre en cause. Mais est-ce que vous pensez que c'est le moment à jamais de le faire? Oui, parce que si on ne le fait pas, on risque de reconduire encore les mêmes stratégies qui n'aboutissent à rien du tout dans cette lutte. On risque de commettre les mêmes erreurs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Et voilà, nous sommes à la veille donc d'une élection capitalissime, la présidentielle de 2020. Mais je vous donne ceci. L'opposition sénégalaise s'était donné rendez-vous hier à la prison civile de Dakar autour de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, qui a vu sa candidature à la présidentielle rejetée. Les cadres des partis, de tous les partis de l'opposition réunis au sein du C25 se sont donc succédés. Si rien n'a été divulgué, l'opposition cherche un consensus
pour contrer Macky Sall lors du scrutin du 24 février? Oui, c'est une opposition à féliciter. Parce que l'opposition dakaroise? Oui, elle est à féliciter. Pourquoi je le dis qu'elle est à féliciter? À un moment donné de la lutte politique, c'est vrai que tout le monde prête sa chapelle. Mais à un moment donné de la lutte politique, il faut être plus patriotique que de chercher son intérêt. Ah, le patriotisme doit prendre le dessus. Ça doit prendre le dessus. Sur l'intérêt partisan. C'est pour cela que toute union qui devrait être faite pour la conquête de l'alternance devrait être faite au nom du peuple togolais et non au nom des intérêts. Nous devons, à un moment donné, oublier nos partis politiques. Le militantisme, le fanatisme, nous devons l'oublier. Au Togo, nous avons trop la culture du fanatisme. Si ce n'est pas mon leader, si ce n'est pas celui qui est devant moi, ça ne doit pas être une autre personne. Nous devons quitter cette étape-là. Vous pensez? Ça, obligatoire. Oui, mais le plus grand parti dira, moi je travaille sur le terrain. Vous êtes là dormant, les mains dans les trempes. Et vous pensez que je peux m'aligner derrière vous? Tous les partis doivent travailler sur le terrain. Ça, c'est dardard, parce qu'ils sont appelés à ça. Oui. Si c'est un parti politique, il est obligé de travailler sur le terrain. Maintenant, il faudrait qu'on arrive. Je peux être populaire, mais ne pas avoir la technique nécessaire pour obtenir l'alternance. Il va falloir qu'on fasse des lectures. Nous devons être des hommes de vision et voir la chose de loin. Mais si on veut toujours attendre que les faits nous arrivent et répondre par rapport à ce qui nous arrive, nous ne pouvons même pas gouverner ce pays. Ah oui, au Sénégal, toujours au Sénégal, c'est comme cela que l'opposition s'était soudée derrière Macky Sall et ils ont gagné Abdoulaye Wade qui voulait remplir pour un 3e mandat. Mais aujourd'hui, la même opposition se ressoude. Ça se retourne contre lui. Derrière un seul candidat pour pouvoir ou bien dégager un oiseau rare afin de contrer Macky Sall. Exemple à suivre par d'autres, exemple à copier par d'autres oppositions dans le monde. C'est un exemple à suivre. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique nous donne... En Afrique, il y a beaucoup de leçons qui nous est données. Surtout, le Togo doit beaucoup apprendre. Non seulement du Sénégal, mais de la RDC également. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous ne devons pas nous renfermer dans nos vieilles stratégies qu'on a toujours prônées, mais qui ne donnent rien. Oui, mais quand même, on vous dira, M. Igbe Pascal, que vous êtes relativement jeune. Je suis jeune, mais j'ai fait la lecture depuis le bas âge. Et la raison même pour laquelle, quand vous suivez nos sorties, vous allez voir que nous avons toujours alerté. Et quand les gens pensent que nous allons trop vite, mais les faits nous donnent toujours raison. Et nous allons marquer la pause. On revient tout de suite, M. Pascal Igbe. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, M. Igbe Pascal, qui est le secrétaire général adjoint du mouvement du peuple pour la liberté MPL Ablodé-Vio. Alors, M. Pascal Igbe, tout à l'heure, le pasteur Edo Komi dans notre journal qui a eu lieu parlait bien sûr des tueries. Et il disait ceci: les tueries et les assassinats politiques en Afrique sont monnaie courante. Et les victimes se comptent par milliers, constate amèrement ce mouvement, disons le mouvement Martin Luther King. Et pour lui, pour ce mouvement, disons, ces événements dramatiques et meurtriers sont parfois orchestrés, selon lui, bien sûr, par le zèle de quelques agents de sécurité aux bottes des dirigeants au pouvoir. Le MLK révèle que du Togo au Soudan, en passant par la Guinée-Conakry, la RDC, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Kenya, le Zimbabwe, le Rwanda, la Centrafrique, le Cameroun, le Mali, bref, la majorité des pays africains, des forces armées n'hésitent pas à tirer à balles réelles en pleine manifestation sur les militants de l'opposition. Mais au même moment, le pasteur Edo Komi salue les efforts de certains pays, toujours africains bien sûr, dans la gestion efficace, sans mort, des manifestations. Et là, il a parlé du Bénin, du Ghana et bien d'autres pays. Exactement, les exemples sont juste à côté. Oui. Les exemples sont juste à côté. Les gens manifestent également au Ghana. Ce n'est pas que tout est rose là-bas. Les gens manifestent au Bénin, mais tu n'entendras jamais qu'il y a eu mort d'homme. Mais c'est des agents de sécurité également qui ont été formés, comme les nôtres. Mais pourquoi eux, ils ne tuent pas leurs citoyens, mais c'est toujours chez nous, ou quand un citoyen n'est pas d'accord avec une manière de faire et réclame son droit, mais il va falloir qu'on l'abatte. Je me demande si nous connaissons la valeur d'une personne. Est-ce que l'être humain a une valeur pour nous? Je pense que tout est bon pour garder le pouvoir. C'est avec le leitmotiv là que nous vivons au Togo. Quand les gens s'élèvent, les voix s'élèvent, les gens sont contre notre manière de faire,
C'est comme s'ils veulent prendre notre fauteuil présidentiel. Alors on peut les tuer. C'est vraiment malheureux en Afrique quand on n'arrive pas à comprendre qu'un adversaire politique ou bien un citoyen qui est mécontent d'une situation qu'il vit, qui ne voit pas la chose telle que vous l'aurez souhaité, qu'il faut plutôt l'écouter et chercher des moyens pour résoudre son problème, mais on pense plutôt que c'est un ennemi à abattre. C'est vraiment malheureux. Oui, et là, le mouvement Martin Luther King, en citant, comme je l'avais dit tout à l'heure, en donnant ces exemples, il a dit quand même, il faudrait que ceux qui sont, ou les agents, les forces de sécurité, ou disons les agents de sécurité qui s'adonnent à ces actes crapuleux et odieux, il faudrait qu'on les punisse. Mais ils vivent de l'impunité le plus souvent. Oui, il faudrait réellement qu'on les punisse vis-à-vis de la loi. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des commanditaires derrière. Et c'est des tout-puissants qui sont derrière eux. Et on les protège. Mais le problème, c'est que jusqu'à quand vont-ils les protéger? C'est ça la question à se poser. Si aujourd'hui, ils sont couverts par ces tout-puissants qui sont derrière eux, mais tôt ou tard, il y aura attenant dans ce pays. Et non seulement ça, la justice ne demeurera pas ainsi. La justice va changer à un moment donné. Les gens vont commencer par prendre conscience. Et à un moment donné, ils seront interpellés devant des cours pour répondre de ce qu'ils ont commis. Et en ce moment, ils ne diront pas qu'on m'a dit. L'ordre a été donné d'en haut. On va quand même te punir avant de voir celui qui t'a donné l'ordre. Je pense qu'il y a lieu qu'avant même que tu n'ailles sortir ton arme pour tirer sur un simple manifestant, les mains nues, il va falloir que tu réfléchisses à ton sort d'abord. Mais pourquoi, comment se fait-il qu'on en arrive là, et surtout dans les pays francophones, puisque c'est ce que le mouvement Martin Luther King dit? Dans les pays anglophones, tel n'est pas souvent le cas. C'est l'avidité du pouvoir. Les gens ne veulent pas laisser le pouvoir. Pour eux, c'est un trou à vie. Oui, mais des fois, les chefs d'État ne donnent pas quand même ce quitus ou bien ce feu vert à ces agents, ces forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui nous prouve? Quelle est la preuve que les chefs d'État ne cautionnent pas cela? Mais non, oublions ces discours-là qu'on nous fait croire que les chefs d'État ne sont pas au courant, le président n'est pas au courant, c'est un élément incontrôlé, c'est faux. Si c'est un élément incontrôlé, le chef d'État, quand il a appris ça, il devait en même temps sortir un discours pour sanctionner cette personne-là. Lui doit contrôler l'agent incontrôlé. Oui, ça c'est normal. Nous avons vu, nous donnons l'exemple du Ghana par exemple, où un agent de sécurité a battu une femme dans une microfinance. Mais le président est intervenu. Oui. On n'a pas dit que le ministre de la Défense a intervenu, mais le président a intervenu. Mais chez nous, les gens meurent. Le président s'en fout. Il ne dit rien. Non, mais il ne s'en fout pas. Mais si la personne ne dit rien. Il donne des instructions. Mais si la personne ne dit rien, le peuple veut entendre son président. Le peuple ne veut pas entendre des instructions dans les coulisses, en silence, non. On veut entendre notre président pour savoir si réellement il est d'accord ou n'est pas d'accord sur ses faits. Politique, que faire pour que ces situations dramatiques s'estompent sur le continent noir? Mais il faut décourager, pas des sanctions. Parce que si nous prenons par exemple le Sénégal, les gens manifestent là-bas, mais on ne tue pas. Si nous prenons le cap vers les îles Maurice, le Botswana, l'Afrique du Sud, la Namibie, etc., des gens, Afrique du Sud, par moment, il y a quand même des grabuges ou bien des bavures, mais automatiquement punit les agents. D'abord, il faut qu'on comprenne que nous sommes tous des frères dans ce pays. Si je comprends que nous sommes tous des frères, on peut se quereller, mais je ne peux pas porter atteinte à ta vie. C'est le fondamental. La personne humaine n'a plus de valeur pour nous. C'est ça notre problème au juste d'aujourd'hui. C'est les intérêts qui nous guident. La personne humaine n'est plus au centre, mais c'est l'intérêt. Mais tel ne doit pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Nous avons bafoué les b.a.-ba de l'éducation que nos grands-pères avaient. On a tout bafoué dans ce pays. On a renversé la table. Mais il faut qu'on redresse cette table-là. À un niveau donné, il faut qu'on prenne conscience de cela. C'est le passage ou bien le passage obligé? Obligé. Aussi longtemps qu'on ne veut pas considérer l'être humain comme je vois mon prochain comme moi-même. Mais on va forcément faire des trucs qui vont à l'encontre de l'être humain. Monsieur le secrétaire général, voilà que l'année vient de démarrer. Nous sommes dans le tout premier mois. Les vœux continuent toujours. Mais au même moment, la coalition encore dans les rues et le parti au pouvoir également est en train de la regarder faire. Mais à votre niveau, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le pays n'assiste plus à ces genres de manifestations qui s'en suivent ou bien qui le plus souvent sont soldés par des morts d'hommes? Que faire?
D'abord, s'il y a manifestation, c'est qu'il y a des mécontents. Oui. Et qui réclament des choses bien précises. Alors, au lieu de dire qu'il y a eu 2 personnes qui sont sorties, il y a eu 1 million de personnes qui sont sorties. On joue plutôt sur le chiffre, en disant les Togolais ne se sont pas mobilisés, etc., etc. La partie gouvernementale devrait plutôt chercher à résoudre le problème de ceux qui sont mécontents dans le pays. Et non chercher à voir combien sont dans les rues. Ce n'est pas un problème de chiffres. C'est un problème réel. Et même au sein du parti UNIR, les gens sont d'accord sur les réformes. Si les gens sont d'accord sur les réformes, c'est que c'est un problème qui est déjà établi. Personne ne peut plus dire le contraire. Alors pourquoi ne pas chercher de vraies solutions et faire des faux fuyants, des fuites en avant? Pourquoi? Mais il faut qu'on aille à l'essentiel. D'une part. Et cet essentiel doit être quoi? Mais l'essentiel, c'est que les Togolais s'asseyent entre eux et qu'ils résolvent cette crise-là une fois pour de bon. Et qui doit donner le ton? C'est qui a la manette. Les Togolais doivent s'asseoir entre eux. Oui, c'est celui qui a la manette. C'est le président qui doit donner le ton. Organiser un cadre. Et si on vous dit que peut-être l'opposition, la C14, n'est pas au Parlement? L'opposition... Mais elle est dans les rues, elle n'est pas au Parlement. On peut l'appeler, on peut s'asseoir? Oublions même ce Parlement-là. Ce Parlement-là même est illégitime. Eux-mêmes, ils le savent, qu'ils sont illégitimes. Ceux qui sont assis là-bas. Non, sérieux, ils sont illégitimes et ils le savent. Eux-mêmes, ils le savent. Des gens qui sont nommés ne peuvent pas parler au nom de ce peuple. Mais pourquoi dites-vous qu'ils sont nommés? Mais ils sont nommés. Ce sont les Togolais qui sont allés aux urnes. La preuve, c'est qu'un ancien président de l'Assemblée, même l'a reconnu, notamment M. Abbas Bonfo. Il a reconnu chef là-bas. Oui, mais si quelqu'un d'Uni même reconnaît que le net n'a pas gagné un siège. Oui, qui n'a pas gagné. Mais la Cour constitutionnelle ne les a pas déboutés. Ça veut dire que peut-être c'est une allégation. Mais il a du système. S'il le dit, c'est comment ça se passe. Quelqu'un qui est à la maison, mais s'il dit des choses comme ça, il faut comprendre qu'il sait de quoi il parle. Mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui vient dans le Et donc, pour vous, le parti au pouvoir, ou disons la partie gouvernementale doit donner le ton en appelant la coalition. Oui, et non, je voudrais bien préciser, envoie le Premier ministre devant, parce que notre Premier ministre au jour d'aujourd'hui, tout le monde le sait, que notre constitution au jour d'aujourd'hui, tout patrouillé, ne donne aucun poids au Premier ministre. On ne va pas s'asseoir pour discuter, il va dire qu'il va aller recevoir des ordres revenir. Il faut que le président même soit là. Nous sommes tous enfants de ce pays. Si le pays brûle, il brûle pour nous tous. Si le pays va bien, c'est qu'il va bien pour nous tous. Pensons aux générations futures et laissons quelque chose de potable à cette génération. Donc asseyons-nous, oublions nos rangs et nos titres, asseyons-nous ensemble, entre frères et sœurs, et parlons-en. 22 21 80 99 92 02 80 63. Christophe, vous êtes en direct, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons, Christophe. Bonjour, l'invité. Bonjour. Oui, c'est que ce que moi j'ai à dire ce matin, c'est que les gens cessent de monter sur les antennes et faire des déclarations tapageuses, parlement légitime, illégitime. Qui est habilité à déclarer la légitimité du Parlement? Qui est habilité? Oui, maintenant la question. Voilà. Bon, ma question, c'est qu'il faut qu'à partir de maintenant, que les gens s'autocritiquent. Rappelez-vous, s'il vous plaît, quand le ministre Bara était venu de la Guinée et a dit que, voilà, ça y est, que les élections auront lieu le 20 décembre. Rappelez-vous, s'il vous plaît, quand on a posé la question à Jean-Pierre Fabre sur une antenne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que M. Bara blague, que c'est une blague, ou bien aujourd'hui entre Jean-Pierre Fabre et Bara, qui a blagué? Qui est en train de blaguer maintenant? D'accord. Donc, franchement, nous souffrons tellement que les gens cessent de nous casser les tympans, quoi. Merci Monsieur Christophe. Commis, bonjour. Monsieur José, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Je sais que tu ne me coupes pas souvent, mais j'aimerais interpeller Togocel avec sa fille là, de cesser de me couper. Hier, je voulais poser une question à M. Adolphe que j'ai essayé de caricaturer. Aujourd'hui, je vais aller tout droit au but. Rome et Paris se concertent pour piller l'Afrique. Voilà, Rome commence par dénoncer que Paris vole plus que lui. Maintenant, nous les Africains là, comment devons nous comporter que nos ressources premières que nous avons, uranium, pétrole et autres, ne soient plus volées. Et comment allons-nous les utiliser avec nos élites qui ne comprennent pas jusqu'à présent de changer de stratégie pour que
les bénéfices de ces ressources premières-là va à la population. D'accord, merci, bien noté, cher ami Komi. Et nous allons accueillir monsieur Komlanvi derrière Komi. Bonjour. Oui, Komlanvi est reparti sur la pointe des pieds certainement. Et il va tenter à nouveau d'être en ligne avec nous. 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Oui, allô, monsieur, bonjour. Vous êtes en direct sur Victoire FM. Bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Joachim. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kolani. Nous vous écoutons, monsieur Kolani. Parlons des théories. Vous voyez, au fait, on a un problème dans ce pays. Lorsqu'on est responsable et vous avez les collaborateurs, lorsqu'ils agissent en votre nom. Lorsque ça marche, c'est votre nom, c'est vous qu'on félicite. Une fois que ça échoue, il faudrait que les gens soient humbles pour accepter que c'est leur échec. Maintenant, parlant de les propos de votre invité par rapport à tout ce qui se passe dans l'opposition, vous voyez, le problème de la lutte au Togo doit être un problème collégial. Quand les gens viennent, ils interviennent, ils sont là toujours à accuser ceux-là qui sont devant. C'est les actes des gens qui critiquent, mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Vous voyez, ils disent qu'il faut faire l'auto-jugement. Autocritique. Autocritique plutôt. Eux-mêmes, personnellement, quels sont les actes qu'on peut mettre à leur actif? Quels sont leurs rapports dans la lutte que le peuple togolais est en train de mener depuis? D'accord. De ça il s'agit. Est-ce que vous voyez? C'est un problème. Il faut critiquer les autres, mais vous-même personnellement là, quelle est votre part? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte qu'on peut analyser? C'est de ça il s'agit. Merci, monsieur Kolani. Et c'est très bien noté pour vous. Et maintenant, nous allons accueillir le dernier intervenant pour permettre à notre auditeur, notre invité, de pouvoir répondre aux questions. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, monsieur Maglo, nous vous écoutons. Je voudrais dire ceci. Souvent, quand on dit que le Parlement là est illégitime, les gens cherchent à banaliser cela. C'est très dommage. On ne peut pas cacher le soleil avec la main, le revers de la main. Et je vais vous prouver pourquoi ce Parlement est illégitime. Si le Parlement il est légitime, il n'y aura plus de remue-ménage, il n'y aura plus ce mouvement, tout ce qu'on voit. Et le mal, ce que nous constatons, c'est que lorsqu'on banalise une situation, on croit qu'il n'y aura pas l'effet inversé. On a toujours ces effets après. C'est pourquoi, au lieu de prendre son temps pour démentir ce qu'on ne doit pas démentir, je crois qu'on ferait mieux de chercher la cause principale de ce qui nous vit au Togo. Je vous en prie. Parce que ça m'a fait mal lorsque quelqu'un, monsieur, disait que est-ce qu'il y a une unité de mesure de la légitimité du Parlement? Je crois que dans son fort intérieur, Dieu a placé quelque chose en lui. Et sa conscience, la conscience est au-dessus de tout. Sa conscience lui dit que ce que l'auditeur a dit, c'est vrai. Mais tant pis pour lui. D'accord. D'accord, merci beaucoup, monsieur Maglo. Alors, monsieur Maglo a voulu répondre à un auditeur, ce qui ne doit pas être son domaine. Voilà pourquoi nous lui avons arraché la parole. Alors, monsieur Pascal, vous avez écouté les uns les autres. Cependant, monsieur Maglo il disait que il tentait de vouloir répondre au premier intervenant qui disait il faut cesser de casser les tampons des gens sur les antennes. Il faudrait que les gens s'autocritiquent. Je voudrais d'abord remercier M. Maglo d'avoir apporté l'eau à mon moulin. Et je crois qu'au soir, le 20 décembre, au soir, RFI même a dit qu'il y a 5% de taux de participation à cette élection-là. Et RFI n'est pas l'institution organisatrice de l'élection. C'est une source d'information. Source d'information, mais bon. J'en viens. C'est une source d'information. Et crédible parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, c'est là où nous prenons les vraies informations, selon beaucoup de personnes. Je mets entre guillemets. En tout cas, Victoire FM donne la vraie information. Si Victoire FM n'est pas une source d'information crédible, on n'y serait pas. C'est une source d'information crédible. Je parle de l'international, c'est pour ça que je donne RFI. Maintenant, je voudrais remercier M. Christophe d'avoir demandé s'il y a une unité de mesure. L'unité de mesure, c'est ce que je viens de donner. Si 5% de population vont nommer
moi je répète bien nommer, vont nommer des gens pour que 100% de population subissent des lois qui ne sont pas légales. Ce serait compliqué. La preuve, le règlement intérieur de cette assemblée a été le premier pas qu'ils ont posé. Et le premier pas, nous avons vu. Ça a été contradictoire avec notre constitution. Mais je vous rappelle quand même que la CENI l'a dit, le taux de participation aux dernières législatives, c'était 59,25%. Pratiquement. Quelle CENI que nous ne reconnaissons même pas d'ailleurs. Romain Paris se concerte pour nous piller. Comment préserver nos ressources et la place des élites? Mais il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons de réels patriotes. Oui. Prenons conscience que le pays nous appartient et gouvernons notre pays en bonne et due forme. C'est tout. Est-ce que les chefs d'État auraient les coups de franche de le faire? Ils devraient l'avoir. S'ils ne l'ont pas, alors ce n'est pas la faute à leur population. C'est leur faute. Monsieur Polanyi disait tout à l'heure que les tueries, les barbaries, tout ce qui se passe, c'est toujours à l'actif de celui qui est le premier responsable de toute nation. Il a dit vrai. Il y a une question qui se pose. Même s'il ne donne pas l'ordre. Il y a toujours une question qui se pose. À qui profite le crime? C'est la question qu'il faut toujours poser. À qui profite le crime? Et quel a été votre rapport à la lutte pendant que vous critiquez l'opposition qui sont, disons, vos ennemis? Je crois l'avoir déjà répondu. Et nous avons interpellé à maintes reprises la communauté internationale par rapport aux erreurs passées. Nous avons interpellé la C14 d'être vigilant par rapport à ce qui se propose, de ne pas croire en cette CEDEAO qui nous a toujours manipulés. Alors malheureusement, on n'a pas été écoutés. Voilà, malheureusement, nous sommes aussi arrivés à la fin de l'émission, mais vous avez dit, quoi qu'on dise, quoi qu'advienne, le parti au pouvoir, notamment le président de la République, doit appeler l'opposition à aller s'asseoir autour d'une table. Ça, c'est évident. Vous maintenez toujours cet avis? Oui, si on veut réellement résoudre cette crise-là. Merci, monsieur Yigbe Pascal, d'être venu chez nous. Le merci est à vous. Merci. Et c'est fini. Madame, monsieur, pour le compte de cette belle journée de mardi qui se trouve être le 29 janvier 2019, vous venez là d'écouter monsieur Yigbe Pascal, le secrétaire général du mouvement du peuple pour la liberté, MPL à Blodevio, le parti donc de monsieur Pascal Adjamago. Alors c'est la fin de l'émission, mais sans Haïti. Merci pour l'accompagnement technique. À ses côtés, nous avons notre frère Kodjo TV. Tout à l'heure, NSI Nakogo et Jacob Bahama vont vous retrouver pour le journal en éveil. Mais à 13h, nous sommes là, tout comme à 18h. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.